La souveraineté numérique, c'est le logiciel, c'est la capacité de nos entreprises, nos pays, nos États à pouvoir, bien entendu, avoir une forme de contrôle sur les outils qu'ils utilisent. Mais l'informatique, le numérique, ça n'existe pas sans serveur, sans tuyaux dans lesquels faire passer l'information, les câbles, le sans-fil, etc., les satellites. Ça n'existe pas, en fait, sans une forme de quelque chose qui n'est pas du tout virtuel, pour le coup, que sont les data centers, que sont essentiellement les réseaux informatiques qui maillent nos pays. Je crois que une des questions, c'est de dire, dans ce sujet de la souveraineté technologique, à quel moment est-ce que moi, en tant qu'État, moi, en tant qu'entreprise, je suis, entre guillemets, souverain, sachant que cette technologie aujourd'hui, elle est totalement mondialisée et que par essence, les uns et les autres, nous dépendons toujours de technologies étrangères et pas seulement de technologies qui sont créées sur notre sol. De fait, une solution souveraine ou un État souverain numériquement, c'est forcément un pourcentage d'autonomie important. Ça ne peut pas être 100%. Alors, une fois qu'on a posé cette question de à quel moment je deviens souverain, en réalité, on peut affiner un peu la question. La vraie question qu'il y a derrière, en tout cas sur le sujet techno, c'est le sujet des dépendances et de combien suis-je dépendant de technologies, on va dire étrangères pour le moment. Mais en réalité, c'est pas étrangère le bon mot, c'est à quel pourcentage suis-je dépendant de technologies que je ne maîtrise pas. Puisque derrière la souveraineté, il y a cette notion évidemment de maîtrise. On peut maîtriser un bout de logiciel, on peut maîtriser un bout applicatif, un bout de tuyau, un bout de puce, mais la véritable souveraineté, elle vient se nicher quand on commence à contrôler et à maîtriser un certain nombre de tous ces outils, de toutes ces infrastructures qui forment les services numériques et les services technologiques. Alors sur l'infrastructure, c'est souvent, comme je le disais, la partie finalement cachée un petit peu de l'iceberg, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, évidemment, il n'y a pas de souveraineté technologique sans une maîtrise, au moins tant qu'on peut le faire, du sous-jacent. Le sous-jacent que sont les serveurs, les tuyaux, etc. Alors si on va un petit peu plus loin, il y a quoi derrière le mot serveur? Il y a beaucoup de choses. D'abord, il y a les usines, en quelque sorte, que sont les data centers. Alors, ce n'est pas des usines, mais des hangars climatisés, on va dire. C'est-à-dire la localisation et la capacité d'héberger des serveurs. Ça, c'est une première brique importante à maîtriser. Il y a ensuite, évidemment, les serveurs en tant que tels. Comment sont-ils conçus? De qui dépendent-ils? Sont-ils simplement achetés et importés, ou alors est-ce qu'ils sont assemblés et conçus chez nous? Et puis il y a les puces, bien sûr, et les puces, c'est le grand débat actuel. Pour fabriquer un serveur, on a besoin, vous savez, c'est comme dans vos smartphones, on a besoin de puces CPU, GPU maintenant, avec l'intelligence artificielle. Bon, c'est un peu des gros mots peut-être, ce sont les cerveaux de l'ordinateur. Et puis on a besoin de RAM. La RAM, c'est la mémoire vive, ceux qui ont encore des souvenirs de technologie. Et puis on a besoin évidemment, entre guillemets, de disques durs, du moins aujourd'hui, de cartes qui permettent d'avoir de la mémoire pérenne. Bref, l'ensemble de ces composants technologiques sont en grande tension aujourd'hui, et en particulier dans la fourniture de ces composants, et surtout depuis l'avènement et l'explosion de l'IA qui suppose un grand nombre de machines. Malheureusement, il y a très peu de fournisseurs mondiaux, et si vous avez bien vu les choses, le prix même des ordinateurs personnels est en train d'exploser parce qu'il n'y a plus de RAM. En tout cas, il y a vraiment une grosse tension sur ces sujets. La question est la suivante: pourrait-on se mettre à nouveau à produire ces puces sur notre sol? Il y a des fabricants encore français qui existent, mais je vous avoue que c'est un sujet encore balbutiant, mais il me semble qu'il ne faut pas ignorer cet aspect. Et puis ensuite, évidemment, le réseau,
c'est-à-dire les câbles sous-marins, les câbles qui sont déployés dans nos pays. Bref, l'interconnexion, puisque aujourd'hui le numérique sans l'Internet, enfin, ça existe, mais c'est évidemment d'abord l'Internet, la technologie, et on le voit beaucoup. Bref, tous ces sujets, en fait, moi, le message que je voudrais vous transmettre, c'est qu'il faut s'en préoccuper. Il ne faut pas traiter la souveraineté technologique juste sur un pan, et en particulier celui des données. Vous avez vu, chacun parler des données jusqu'à présent, et pour cause, parce que jusqu'à présent, enfin, pendant les dernières années, disons les 10-20 dernières années, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans la législation, notamment européenne, sur la protection des données personnelles, bien sûr, et puis, bien sûr, la protection des données sensibles aussi, qui est un sujet lié à la cybersécurité. Mais clairement, le sujet des données, pour être clair, ça n'est pas parce qu'on héberge des données en France qu'on est souverain. Voilà. Je veux vraiment vous faire passer ce message de façon très claire. Et ça suppose évidemment de réfléchir. Alors pourquoi je dis ça? C'est déjà pas si mal d'héberger les données en France ou en Europe. Hein. C'est déjà pas si mal. Mais c'est pas suffisant. Parce qu'encore faudrait-il savoir chez qui on héberge. Et le vrai sujet, c'est chez qui on héberge. Chez qui possède les éléments physiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Qui possède le data center? Est-ce un data center américain? Sûrement. Est-ce un data center français, européen? Et puis, qui possède les serveurs? Qui les administre? Alors, vous savez que l'ANSSI a travaillé il y a quelques années sur une norme en cybersécurité. Vous allez voir le lien avec la souveraineté, qui s'appelle SecNumCloud, qui consiste à donner un très haut niveau de sécurité aux systèmes qui sont donc des systèmes hébergés sur des serveurs, ce qu'on appelle le cloud. Et évidemment, dans ces préconisations, il y a clairement là un critère souverain, c'est-à-dire que l'hébergeur doit clairement avoir un capital européen. Ça, c'est très important, et ça veut dire, alors, le second cloud, c'est pour l'hébergement des données sensibles de l'État et des États. Ça veut dire que une puissance étrangère, à l'Europe en tout cas extra-communautaire, qui aurait à tout hasard des lois extraterritoriales applicables immédiatement, ne puisse pas aller chercher la donnée, y compris si cette donnée est hébergée en France, en Europe. Et donc on voit bien que le sujet de la souveraineté des data, il est corrélé immédiatement au sujet de l'hébergement, des infrastructures et surtout qui les possède, qui les maîtrise, qui peut les mettre à jour. C'est toute cette chaîne de questions qui forme en fait une réponse à la maîtrise des technologies et donc à la souveraineté. Et enfin, je vais terminer par ça. Pourquoi je parle de cybersécurité? Parce qu'il y a un lien étroit entre la cybersécurité et la souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté technologique sans une cybersécurité très forte et très construite. Et ça, c'est important parce qu'on peut, si vous voulez, faire héberger tous les systèmes que l'on veut dans des data centres européens avec du logiciel européen. Mais si à la fin, les données sont trouvables et exploitables par des puissances étrangères qui réussissent à pénétrer en silence nos systèmes, et ça, c'est un danger bien plus important. Vous savez que les fuites de données qu'on voit énormément et qui sont probablement un scandale d'État par ailleurs. Mais il y a beaucoup de cyberattaques qui existent, qui ne disent pas leur nom, qui sont faites en silence et qui sont purement et simplement de l'espionnage industriel ou de l'espionnage étatique. Ces sujets-là, ce sont des sujets de souveraineté. Parce que si nos données sont quelque part connues par des puissances étrangères, extracommunautaires et évidemment par des intelligences d'États étrangers, on a beau avoir une chaîne soi-disant maîtrisée, en réalité, on ne maîtrise pas grand-chose. Voilà, la cybersécurité, moi je prône beaucoup ce duo cyber-souveraineté, c'est très important. On peut avoir et prétendre à une forme de souveraineté technologique sans être excellent en cybersécurité. Et je crois, pour finir sur une note positive, on a toutes les forces, en France notamment, et toute l'intelligence qu'il faut pour avoir ce très bon niveau en cybersécurité. Et puis, en alternative, on a de très bons hébergeurs, on a des ingénieurs télécoms fantastiques, on sait faire de l'Internet et du numérique, et on sait protéger.